Bienvenue Nadis. Merci beaucoup Laïla. Nadis, tu es la fondatrice de NAD Copy Talk. Yes. Tu es spécialisée dans la création de contenu et stratégie aussi marketing pour TikTok, spécifiquement pour les entrepreneurs et les entreprises passionnées. C'est exactement ça, ouais. Il y a 1 an que je le fais. C'est une aventure quand même. Ouais, ça me fait kiffer et j'espère que ça va pouvoir continuer. Et bon, à vie, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que je kiffe pour le moment. Ok, on te voit toujours accompagné d'une petite abeille, notamment sur LinkedIn. Ouais. Tu peux nous dire pourquoi? C'est peu de personnes me posent cette question. La petite abeille, en fait, c'est en référence à un livre qui a changé ma vie, pour de vrai, même si j'aime pas lire, et qui s'appelle Refuse to Choose de Barbara Sher. Et en fait, dans ce livre, elle a utilisé une belle image, une métaphore par rapport à l'abeille. Et alors, dans le livre, il y a écrit Bees, Honeybee, Duration and Rewards. En fait, elle utilise cette image de l'abeille qui butine dans les fleurs, en fait, et dans chaque fleur, elle récolte un nectar. Et ensuite, elle s'en va sur une autre fleur, etc. Et elle explique que quand on regarde une abeille, quand tu vois une abeille, elle ne passe jamais le même temps sur une fleur, en fait. Donc, peut-être elle va faire 10 secondes sur une fleur, peut-être elle va faire 15 secondes ou 1 minute ou toute une journée dans une autre. Et sans qu'on la fasse chier, en fait, sans qu'on lui dise que bah non, t'as pas fait 1 minute sur cette fleur-là, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, c'est comme ça que moi, en tant que multipotentiel, je vois la vie. C'est-à-dire que je suis passionnée par tout. Et j'ai toujours été frustrée du fait que j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse un temps donné minimum sur une activité parce qu'il fallait, parce qu'il le fallait. Et ça a été la révélation dans le sens où ça m'a permis en fait, de décomplexer, de me dire ok, c'est normal que je sois intéressée par exemple la création de contenu, peut-être que je vais m'y intéresser pendant 4-5 ans et puis si c'est fini, bah, c'est basta, j'aurai eu la récompense de pouvoir exprimer ma créativité, de pouvoir donner la parole à des entrepreneurs sur leur passion, sur leur métier. Et après, bah, on va passer à une autre activité, une autre passion, et puis voilà quoi. C'est hyper passionnant, hyper intéressant parce qu'en fait, tu es, comme tu le dis, une multipotentielle. Et il me semble que dans ton parcours, tu ne l'as pas découvert tout de suite ça. Et donc, tu as été frustrée sur pas mal de postes, sur pas mal de situations où tu ne te trouvais pas à ta place, où tu étais dans des impasses aussi psychologiques, où tu te disais, mais en fait, j'arrive pas à trouver ma place, je me sens pas là où il faut. Et il y a eu ce livre, il y a eu cette découverte, et là, ça a été la révélation, et tu as compris qu'en fait, tu étais différente. Tu as compris en fait qu'il n'y en avait pas qu'une, il n'y avait pas qu'une façon de faire. Oui. Et que donc, tu allais te réaliser à travers qui tu étais réellement, utiliser ton potentiel. Nadis, est-ce que tu pourrais revenir du coup sur ton parcours, nous expliquer les étapes majeures de ton parcours? Ok. Alors, moi, de base, j'ai un profil commercial. Mon rêve quand je venais d'avoir mon bac et tout, c'était de vivre à l'étranger, de voyager, tout ça. Et à l'époque, c'était Londres. Londres, c'était ma ville de cœur. C'est encore ma ville de cœur d'ailleurs. Et donc à la fin du BTS Commerce International, que j'ai trouvé très chiant d'ailleurs, c'était plutôt administratif que autre chose, bah, j'avais lancé peut-être, alors je crois que c'était la première année ou la deuxième année, j'ai lancé mon blog de musique, à l'époque qui s'appelait You Know This. Et comme je suis une grande passionnée de musique, j'ai commencé à peaufiner mon écriture, faire des reviews, interviewer des artistes quand j'étais à Londres et tout. Et donc à la fin du BTS, donc moi c'était sûr et certain, je ne voulais pas être dans le commerce international. Je voulais vivre à l'étranger, mais pas faire ce que j'ai appris. Donc j'étais en mode, ouais vas-y meuf, tu vas te lancer, tu vas créer ton prochain label et tout et tout. Tu vas pouvoir mettre en valeur des artistes indépendants, underground et tout. Et donc, la folie des grandeurs à la fin du BTS, je me dis, bon, vas-y, je me focus et je reviens sur Paris par rapport pour faire ça, quoi. Donc, j'ai commencé une formation et au bout de 3 jours, la formation me faisait chier, j'ai arrêté. Et donc, je me dis, bah, c'est pas grave, on va faire comme les Américains, on va trouver un petit job histoire
Un job alimentaire. Exactement, histoire de survivre, on va dire, et de vivre de sa passion. Et finalement, je postulais à côté pour travailler dans les labels, dans les maisons de disques et tout. Et mon blog personnalisé à l'époque, donc j'avais le seum. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée finalement vite fait à ce job alimentaire. En fait, il s'est transformé en job de vie entre guillemets. Et j'ai commencé, mon premier job, c'était à Swarovski, à La Défense d'ailleurs. Et du coup, c'était un contrat qui avait duré durant Noël. Et ensuite, je suis partie chez Pandora. Donc, je suis restée beaucoup dans la bijouterie parce que j'aimais bien justement le travail assez fin, les créations. Donc, c'était toujours, c'était pas forcément ce que je voulais faire, mais c'était toujours dans l'univers de la créa, etc. Et finalement, je me suis fait virer de Pandora. Et la responsable m'a dit en fait que, à l'époque, j'avais 20 ans, et elle me disait que j'étais trop jeune pour le poste. Et donc, du coup, j'ai eu le seum, j'étais déboussolée. Ça faisait 1 an que j'étais revenue sur Paris. Et du coup, je savais que mon rêve d'ouvrir mon label, c'était mort. Et après, je me suis dit, bon, c'est pas grave, on va essayer de trouver, on va essayer de se fondre dans la masse, quoi. Donc, de reprendre les études. Donc, l'année d'après, j'ai fait une école de commerce spécialisée dans l'informatique. Et à l'époque, le métier pour gagner de l'argent rapidement, être un boss, c'était être business développeur, être commercial, etc. Et du coup, voilà, je voyais des... Tu sais, quand tu entends parler d'école de commerce, on te promet un salaire de ouf et tout et tout. Et moi, j'étais plus intéressée par le salaire. Hein. Je me suis dit, comme ça va pouvoir... j'aurai une stabilité, je ferai comme les autres, etc. Et finalement, ça s'est mal passé également. J'ai eu mon année, bien entendu, tranquillement. Mais c'était pourri. C'était pourri. Je me suis rendu compte que le commerce, je détestais ça. Et c'était plus de la vente forcée, en fait. C'était même plus vendre quelque chose que tu affectionnais ou qui te parlait. C'était en mode, tu dois rentrer du cash et puis basta, en fait. Et en fait, j'étais déboussolée. Et je me suis dit, bon, ok, toujours dans le choix de sécurité, parce que moi, c'est ma mère qui m'a éduquée avec mon frère et ma sœur. Et donc, je me suis dit, ok, là, il faut que je trouve un moyen de vraiment être à l'abri. Donc, j'ai travaillé dans une banque après ça. Et finalement, ça s'est encore plus mal passé. Donc, tout ça, je te parle, on était en 2014 et fin avec la banque 2019. D'accord. Voilà, sur 5 ans, on va dire que le parcours professionnel, c'était un parcours d'erreur, on va dire, de test and learn. Mais je n'étais pas du tout épanouie, en fait. Et voilà, quoi. La force dans ton parcours aussi, c'est d'entendre qu'à chaque fois, tu vas jusqu'au bout quand même. Tu vois, ton école de commerce, ça ne te plaît pas, c'est à nouveau un endroit où tu ne te sens pas chez toi, où il n'y a rien qui te correspond, mais tu vas quand même décrocher ton diplôme et tu arrives au bout des choses. En fait, pour te dire vrai, c'était ma mère qui était derrière moi aussi, parce qu'elle me disait, quand il y a un truc qui ne m'intéresse pas, moi, je suis capable d'abandonner, justement. J'ai pas c'est peut-être la folie, l'esprit artistique, en mode quand il y a un truc qui te dégoûte, tu pars et puis basta, et tu vis d'amour et d'eau fraîche. Et ma mère, elle me disait non, justement, en mode tu viens de commencer un truc, va jusqu'au bout, on ne sait jamais si ça peut te servir dans la vie, etc. Et à l'époque, moi, je ne savais pas que j'étais multipotentielle, je ne savais pas qu'il y avait la possibilité de... En fait, moi, je voyais vraiment, quand tu commences quelque chose, il fallait, c'était obligé d'aller jusqu'au bout. Mais moi, je ne le voulais pas personnellement. Et tu avais ma mère derrière qui me disait, ah si, il faut que tu finisses et tout. Et un peu de fierté, il fallait que je finisse bien, tu vois. J'ai pas mon école quand j'ai fini l'école de commerce, j'avais pas de sales notes. J'étais plus ou moins dans la moyenne haute, mais voilà, ça me faisait chier quand même. Si j'avais pu abandonner au bout de 2-3 mois, je l'aurais fait. Parce qu'elle voyait que la formation d'avant, j'avais abandonné au bout de 2 jours.
Après, je lui ai dit que... Après, je lui avais dit que oui, travailler en bijouterie, ça me saoule. Elle me dit non, mais attends, il faut que tu te poses là. Et à l'époque, moi, je ne comprenais pas. Je venais d'avoir 20 ans. Je me suis dit que j'ai le temps et tout, c'est pas grave. Et finalement, quand tu te poses, à l'époque, j'avais un gars. Il y a le loyer, on commence à te parler de fiches d'impôt, tu ne comprends pas. Donc, donc j'ai été résiliente, on va dire, pour quand même rassurer ma mère, je dis la vérité. Et, mais aussi, je suis contente parce que bien que je pensais que ça n'allait jamais me servir, aujourd'hui, quand même, ça me sert finalement. Complètement. Ouais, complètement. Tu nous as parlé de ta passion pour la musique. Ouais. Tu nous as parlé de ton côté créatif. Ouais. Moi, je t'ai connue par le biais de LinkedIn sur un post que tu as rédigé sur This is la peste. Et je me souviens que je me suis mise à exploser de rire à chacune de tes phrases et je t'ai trouvée excellente. Et au fur et à mesure, j'ai suivi un petit peu tes publications, etc. Et il n'y a pas une fois où je ne t'ai pas trouvée excellente et je n'ai pas trouvé tes mots, la justesse de tes mots, la puissance de ce que tu envoyais dans tes écrits, faire défaut en fait. À chaque fois, je t'ai trouvée excellente. Merci beaucoup. En faisant ta connaissance, en fait, je comprends que dans ton parcours, comme tu le dis, tout a été une pierre à l'édifice. Toutes tes expériences, finalement, t'ont amené là où tu es aujourd'hui, c'est-à-dire... tu as fait une formation dans le copywriting, donc tu arrives à utiliser ton écriture, et tu l'as dit, tu as commencé à faire l'écriture avec ton blog autour de la musique. Et puis moi, je t'ai connue sur un écrit sur LinkedIn, sur avec la musique. Exactement, avec This is la peste, où en fait, de manière très intelligente, je suis revenue sur ce post avant notre interview, et en fait, tu parlais d'intelligence émotionnelle à travers... l'exemple de This is la peste. Et en fait, je trouve que c'est clairement du génie. Enfin, ta manière de faire, on en voit des copywriters qui écrivent des choses et qui font leur publicité. Ta manière de faire, elle est vraiment très différente. Et alors, de souvenirs, tu expliquais que tu pouvais jamais voir les clips à la maison parce que ta mère te laissait pas regarder les clips, mais que ta mère était aussi une très grande fan de musique. Donc, elle vous laissait pas regarder les clips. Tu avais ce son de This is la peste dans les oreilles. Et que durant ton temps libre, tu allais faire des recherches sur les chanteurs, tout ça, exactement. Enfin, tu avais vraiment une culture musicale vraiment très forte. Et tu n'as jamais vu le clip de This is la peste où il parlait de son Mac Morning, etc. Et le jour où tu as vu le clip, tu t'es dit waouh, en fait, les images accolées à ces paroles, c'est exactement comme ça que je voyais les choses. Voilà l'intelligence émotionnelle, voilà comment elle est transmise à travers un clip. Et c'est très fort comme technique marketing en fait. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur cette intelligence émotionnelle, sur tes posts, la manière d'utiliser la musique dans ton travail aujourd'hui? L'intelligence émotionnelle, c'est un concept que j'ai découvert lors d'un voyage en Asie, en fait, à Singapour exactement. Et c'était une pote qui m'en parlait, je crois que c'était en 2019. Elle me parlait d'un livre est-ce que tu connais le concept de l'intelligence émotionnelle? Et je lui ai dit non, pas du tout. Enfin, moi, j'aime pas lire de base, donc. Et elle m'a expliqué le concept et j'ai dit mais putain, c'est sensé en fait. Bien qu'il y ait un concept autour, c'est hyper sensé. Et dans le marketing, de manière générale, dans la vente, dans le marketing, on est plus sur des process, c'est-à-dire voici comment tu dois vendre, voici comment tu dois marketer, voici comment tu dois communiquer, sans prendre forcément en compte l'humain qui est en face de toi, donc l'humain qui est le client ou la cliente. Et moi, je me suis dit, mais en fait, pourquoi on veut forcer les gens à rentrer dans un moule? Pourquoi on veut forcer les gens à penser de telle manière? Or, c'est quand même eux, c'est grâce à eux qu'on élabore des produits, des services, etc. Donc, il faut comprendre en fait ce qui se passe sur le plan émotionnel, comment ils réagissent pour pouvoir ajuster nos mots et voir aussi si ça nous correspond. Et pour moi, appliquer l'intelligence émotionnelle dans le marketing, c'est tout simplement être... en fait, il faut être en phase avec soi, d'abord se connaître soi. C'est important, savoir ce qu'on kiffe, ce qui nous limite, ce qu'on ne veut absolument pas faire. Et le faire matcher avec les besoins de ton client ou de ta cliente en face. Donc, ses valeurs, ce qu'elle kiffe aussi, ses limites, etc.
Et par rapport à la musique, enfin, les musiques qui me marquent en général, c'est cette capacité à te faire refléter. Tu sais, quand tu écoutes une musique, tu dis, ouais, putain, c'est vraiment la même chose que je vis. Ah non, miskin, c'est ouf, etc. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, en fait, via mon écriture, justement, essayer de projeter au maximum, pas projeter en mode alors tu dois lui faire ressentir ça. Non, c'est me baser sur la réalité, parce que comme dans la musique, en général, c'est basé sur ce que la personne vit, etc. Et essayer de lui faire projeter ce qui se passe, en fait, à travers mes écrits, pour qu'elle puisse se reconnaître. Et ce n'est pas une histoire de parler à tout le monde. Moi, je déteste ça. C'est une histoire de parler aux personnes qui savent en fait ce que je suis en train de raconter parce qu'elles l'ont vraiment vécu ou elles vont le vivre ou en tout cas, elles ont l'empathie de se dire « Ah ouais, j'avoue, ça peut m'arriver, tu vois ». Et donc, ouais, l'intelligence émotionnelle, elle est très importante pour moi parce que déjà, moi, je suis une hypersensible, ça se voit pas, je fais grave la grosse thug et tout. Mais, mais je suis grave sensible par visuellement, je suis sensible par l'audition, etc. Donc, du coup, je me dis que c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut créer des connexions et je me dis pourquoi segmenter le pro et le perso. Non, enfin, on est tous des humains avant d'être des clients, avant d'être des vendeurs, des marketeurs, etc. Donc, établissant cette base humaine-là, essayons de nous comprendre et ensuite on voit essayons de voir sur quoi ça va débaucher, tu vois. Ton analyse, je la trouve extrêmement pertinente, d'autant que tu sais que je travaille, moi, sur toutes les questions liées à l'employabilité, etc. Et moi, la posture que je défends avec les candidates et les candidats, c'est de dire, en fait, par exemple, si tu arrives en entretien d'embauche et que tu es stressé, ne joue pas un rôle. Dis que tu es stressé, communique sur ton stress, communique que tu es un être humain, tu as des êtres humains en face de toi, et puis si tu as des personnes en face de toi qui sont capables d'entendre que tu peux être stressé parce que c'est important ce qui est en train de se passer pour toi, tant mieux. Et si les personnes en face de toi ne sont pas capables de l'entendre, tant pis pour eux, en fait, j'ai envie de dire. Tant pis pour eux. C'est que c'est peut-être pas les bonnes personnes avec lesquelles tu as besoin de travailler, c'est peut-être pas les personnes qui te feront grandir professionnellement parlant. Donc c'est un point de vue que je partage complètement et que j'applique moi aussi dans mon secteur d'activité. Tu nous as parlé donc du premier levier qui est l'intelligence émotionnelle. Tu nous as parlé, Nadise, aussi d'un autre point qui est essentiel, c'est l'authenticité. Et c'est ce qui te représente vraiment énormément, tu es authentique. Tu penses? Mais oui. Tu es authentique. Ça se trouve, je joue un rôle et tout, je suis en train de vous guiser et tout. Tu serais super forte. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu as fait de ton authenticité ta marque de fabrique. C'est-à-dire que quand on lit par exemple tes posts LinkedIn, tout est très cohérent. Tu as ta cible, presque à tous les posts, moi j'aime ton frère. Tu parles toujours à ta cible en l'adressant comme frère. Ouais. Voilà, il y a ton identité, c'est toi, tu ne joues pas un rôle. Et comme tu le dis, tu trouves écho chez les personnes avec qui tout ça sera en résonance. Pourquoi, à ton avis, l'authenticité, c'est quelque chose que tu recommandes, en tout cas sur du contenu TikTok, sur du marketing professionnel. Qu'est-ce que ça fait gagner aux gens d'être dans l'authenticité? Je vais me baser en fait sur ce que moi j'ai vécu. Quand tu sais, quand tu es à l'école, etc., tu as le groupe des gens populaires, tu as les losers, tu as les intellos, etc. Et moi, je faisais partie des intellos. OK ? Et en fait, les intellos, ils n'ont pas trop la cote. Ils ont la cote au niveau des profs, mais ils n'ont pas trop la cote au niveau des camarades et tout. Et en fait, très jeune, en fait, j'avais le rôle de Nadis à la maison, tranquille, peinarde, etc. Et à l'école, pour pouvoir me faire, on va dire, un nom, du coup, je me forçais à jouer ce rôle-là d'être la meuf un petit peu qui fout le bordel, mais qui serait prête à dire oui à tout, pour traîner avec les gens populaires, etc. Et en fait, c'était marquant dans le sens où tu avais le corps enseignant qui ne comprenait pas parce qu'il disait « Mais comment ça se fait que tu fais partie des meilleurs de la classe, mais tu fous un bordel sans nom en fait ?» Et j'arrivais pas à l'expliquer. Et à la maison, c'était même grave, c'était hyper tendu avec mes parents. Et
c'est arrivé au lycée que je me suis rendu compte que c'était épuisant. Et ça a vraiment niqué ma scolarité, pour te dire vrai. C'est vraiment une période de ma vie que j'ai détestée. Et au lycée, je m'étais promis de ne plus jamais jouer de double rôle parce qu'à la maison, on ne comprend pas. À l'école, on ne comprend pas. Et même moi aussi, je ne me comprenais pas parce que je masquais en fait ma vraie personne. Moi, j'aime bien être tranquille dans mon coin et finalement, c'était usant en fait parce que tu te perds en fait dans tous ces rôles. Et du coup, déjà au lycée, c'était quelque chose, c'était sûr et certain, je n'allais plus jamais jouer de rôle. Après, quand j'ai fait quand j'ai fait mon BTS, quand j'ai fait mon école de commerce, j'avais justement l'impression en fait qu'il fallait rejouer encore ce rôle. Tu sais, quand tu es vendeur ou vendeuse, on te dit ouais, voilà, tu dois avoir telle posture, etc. Et ça fitait plus en fait. Tu sais, on te présente, toi, tu as un moule, on va dire que tu es carré, tu es triangle, et le moule dans lequel tu dois rentrer, c'est le rond. Et tu essaies de forcer, tu essaies de t'y faire, mais ça ne rentre pas au bout d'un moment. Soit tu as un côté qui te fait mal, et c'était exactement la même chose. Et après cette expérience-là d'école de commerce et l'expérience avec la banque et tout, déjà à partir de ce moment-là, je me suis dit, même sur le plan professionnel, c'est terminé. Je trouve que même ça te fait gagner du temps. Tu n'as plus à être constamment en train de réfléchir à ce que tu dois dire, à ce que tu dois faire pour briller auprès de personnes qui en ont strictement rien à foutre en fait, parce que elles vont kiffer le fait que tu sois comme ça, mais après c'est juste pour leur plaisir, c'est même pas pour ton propre plaisir, tu vois. Et donc vraiment, j'aime pas le terme authentique parce que c'est devenu un truc. C'est l'équivalent de. Allez, tu vois, le bio, il y a tout ce qui est produit éthique, etc. Voilà, être éthique, voilà, c'était une marque. Et l'authenticité, en fait, c'est devenu ça dans le marketing. En fait, c'est en mode, il faut paraître authentique. C'est même plus que tu dois être authentique, c'est il faut paraître authentique. Donc c'est juste, l'authenticité pour moi, c'est juste être soi, accepter d'abord que tu es ce que tu es et affirmer ça au niveau de ton audience, au niveau de tes proches, au niveau de tes clients, de tes fournisseurs, etc. Donc il faut être, il faut pas, tu vois, j'ai même du mal à... Il faut cultiver ton authenticité. Ouais, parfait. En fait, c'est ça. Il faut cultiver ton authenticité, il faut cultiver ta singularité. Exactement. Et sans contrainte parce que c'est toi, on est 7 milliards de personnes sur la Terre, tu vas pas te rendre conforme à peut-être 1000 personnes, c'est con. C'est con. Si on est 7 milliards de personnes, c'est justement pour avoir 7 milliards de façons de penser, c'est pour avoir 7000 milliards même de façons de faire. Alors pourquoi tu vas te limiter tu vois, même sur la Terre, tu as différents climats, tu as différentes cultures, tu as des milliards, pas des milliards, mais tu as des milliers d'espèces d'animaux, d'êtres vivants. Et toi, tu veux te buter à un seul profil. C'est triste. Tu ne vis même plus, tu vis à travers d'un prisme au lieu de vivre à travers ta vision, à travers à travers tes émotions, à travers tes ressentis. Et tu ne vis plus, tu vis à travers l'humanité d'un autre au lieu de vivre ta propre humanité en fait. Donc ouais, c'est important d'assumer son humanité tout simplement. Ne parlons même plus d'authenticité, de singularité, de différence. Tu vis ton humanité en fait. Je te rejoins encore à 300%, tu le sais. Et si je dois faire un parallèle encore une fois avec mon secteur d'activité, moi je travaille avec des personnes qui sont bien souvent très éloignées du marché de l'emploi. Et souvent ces personnes-là, il leur est arrivé des incidents de la vie. Ça peut être des maladies, ça peut être des incidents familiaux, ça peut être plein de choses. Ça peut être des personnes qui sont aussi réfugiées, qui arrivent de l'étranger, ça peut être plein de choses. Et le premier réflexe quand on arrive sur le marché du travail en France, parce que le marché nous y contraint aussi,
c'est de mentir sur son parcours. C'est de dire j'ai fait une année sabbatique ou 2 années sabbatiques. Alors que non, exactement. Je n'ai pas du tout cette posture-là. Pour moi, il faut plutôt parler de qui on est, parler de ce qui nous est arrivé et d'expliquer de la manière dont on s'est relevé de ces difficultés dans la vie. Et je pense qu'un candidat qui est capable d'expliquer son parcours avec les difficultés qu'il a pu rencontrer, comment il y a fait face, comment il s'y est relevé, ce qu'il y a appris, c'est automatiquement un candidat beaucoup plus qualitatif puisque c'est un candidat qui est capable de faire face à la difficulté. Je te rejoins dessus et surtout, je trouve que y a LinkedIn, tu as vu, qui a permis à ce qu'on mette des congés sabbatiques ou des années de césure. Et en fait, ça encourage même les gens à s'exprimer sur des… Tu as eu un moment down, peut-être que tu as eu envie de partir à l'étranger, de découvrir d'autres choses. Et je trouve ça dommage que… J'en ai eu même le problème parce qu'à chaque fois quand j'allais en entretien, on me disait « Alors là, oui, je vois que vous avez fait une pause de 6 mois, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et ouais, tu es obligé de mytho, quoi. Tu es obligé de dire « Alors là, j'ai pris le temps de réfléchir », alors que non, ça n'allait pas. Mais comme on a cette culture-là d'éviter éviter tous les problèmes, le négatif, alors que le négatif fait partie de la vie pour avoir des choses positives, en fait. Donc, c'est très intéressant et je te remercie même d'aider, d'accompagner et d'aider ces personnes dans ce sens-là. Parce que, ouais, ces étapes-là font que, après, ça va te guider vers la carrière qui t'est destinée, en fait. Donc, pourquoi les occulter ? Exactement. Et le point que tu soulignes en disant c'est même pas de la singularité, c'est même pas de l'authenticité, c'est de l'humanité, c'est extrêmement riche, en fait, parce qu'il nous arrive tous des choses dans nos vies. Personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. On a tous rencontré des échecs, quels qu'ils soient, dans des proportions peut-être différentes, dans des secteurs différents. Mais ça nous est tous arrivé et il faut désacraliser le fait que la vie serait totalement féerique et qu'il n'arriverait rien à personne en permanence. Et je pense que quand on est capable de lire son parcours, d'y faire face, d'en relever les points positifs, de se relever et d'aller de l'avant, c'est quand même preuve d'une personnalité ou d'un caractère qui est quand même hors du commun. Tu sais que c'est un mot que j'aime, hors du commun. Ouais. On veut que le hors du commun devienne le commun. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, en fait. Je pense qu'il faut désacraliser le côté féerie de la vie, le côté il ne se passe rien, il n'y a pas d'obstacle, tout va bien. Moi, non, il y a des gens à qui, et tout le monde en fait, il y a des gens à qui se passent des choses difficiles, d'autres un peu moins, mais il faut faire de la place à tout le monde et il faut faire en sorte que tout le monde se sente légitime là où il a envie d'aller, à partir du moment où effectivement il y a toujours les mêmes ingrédients, le travail, l'autodiscipline, la passion peut-être, bon elle n'est pas toujours là, mais en tout cas voilà, des ingrédients clés qui permettent d'avancer dans sa vie, de se trouver et d'être au bon endroit. Est-ce qu'il y a d'autres leviers que tu voudrais souligner par rapport aux techniques marketing qui sont utilisées dans ton secteur d'activité ? Le personal branding, c'est le nouveau mot à la mode, hein. Et le personal branding, c'est quoi selon moi? Alors, il y a une définition générale, c'est-à-dire créer une identité par rapport à sa marque ou son activité. Moi, je dirais plutôt que c'est la capacité à te mettre en valeur, à valoriser ton expertise ou ta spécialité à ta propre personnalité. Ton exemple, c'est le fait de travailler uniquement avec des gens passionnés. La passion, c'est une de tes valeurs centrales. Exactement, voilà. Donc, comment je me focus sur… comment mon focus sur la passion va m'amener à sortir des résultats pour ma clientèle, etc. Comment tirer la passion qui est chez le client ou chez la clientèle, comment l'utiliser en force pour qu'elle puisse garantir des résultats en termes de visibilité, en termes de vente, etc. Et donc ça, c'est la base même, on va dire ça, c'est le personal branding de manière générale. Après, moi, comme je suis dans la création de contenu, la stratégie de contenu vidéo, donc il y a aussi le personal branding vidéo. Donc là, le personal branding vidéo, ça va passer par tout ce qui est comportement verbal, comportement non verbal, qu'est-ce qui va te mettre à l'aise pour que tu puisses exploiter et exprimer cette passion que tu as envers ton métier. Ensuite, tu auras le storytelling visuel, donc à travers les éléments dans ton décor ou si par exemple,
si tu es plombier, tu vas me parler dans un bureau, on va savoir que là, tu vas te sortir un petit peu en mode ouais, je dois être corporate, etc. Alors que par contre, si tu m'emmènes dans un chantier, là, il y a des tuyaux, etc. Donc là, on va voir que le storytelling, ce que tu racontes déjà verbalement, va avec ce que tu vas raconter visuellement, tu vois. Donc oui, pour moi, il y a le personal branding de base. Tu as le personal branding vidéo avec le storytelling, le comportement, le langage verbal et le langage non verbal pour que tu puisses tout simplement t'exprimer et du coup dégager cette énergie-là pour t'attirer les bonnes vibes en termes de clientèle, en termes de visibilité, etc. Si je comprends bien, tu vas mettre la personne dans l'élément qui lui est le plus propice pour pouvoir distiller son essence, en fait. Exactement. Et pour revenir sur quelques exemples, tu as travaillé avec des clients vraiment de secteurs d'activité complètement différents et c'est hyper intéressant. Moi, j'ai retenu l'agriculture, j'ai retenu le chiropracteur, j'ai retenu la bijouterie, j'ai retenu la boucherie, j'ai retenu, qu'est-ce qu'on avait encore, la restauration. Le restaurant. Tu peux nous parler de la vidéo du chiropracteur? J'avais posté la vidéo. Tu sais, quand tu fais comme quand tu fais un post sur LinkedIn, il y a l'accroche, etc. Et là, j'avais posté la vidéo. Et là, bide total. Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible. On avait travaillé plus de 7 heures sur la vidéo parce que c'était sa première vidéo. Et c'était quelqu'un de hyper timide, tu vois. Pas du tout à l'aise. Il n'avait pas du tout une bonne image de lui-même. Donc, je me suis dit non, franchement, 7 heures de création pour que la vidéo elle plante, c'est juste pas possible. Et j'ai juste fait une modification en termes d'accroche visuelle. Et à partir de là, la vidéo, elle a décollé. Il a commencé à avoir... c'était une période très creuse pour lui, pour son activité. Et là, sur 15 jours, il a fait son salaire, quoi. Donc, il avait déjà pas son salaire puisqu'il est indépendant, il avait fait son revenu d'un mois en 15 jours. Plus le revenu qu'il avait à côté. Donc, en fait, ça lui a fait double revenu mensuel grâce à une vidéo, en fait. Et c'était... Tu vois, là, tout à l'heure, quand tu me disais, il faut que j'étais résiliente, c'est vraiment à ce niveau-là. Voilà, parce que j'avais foi que ça marchait. Et lui, s'était investi à fond. Et donc, il était hors de question d'abandonner. On a repris et la vidéo a explosé. Et après, c'est parti sur 3-4 vidéos. Et il a été booké jusqu'à juin 2023, en fait, pour une vidéo qu'on a postée il y a 1 an. C'est une stratégie de contenu qu'on a faite sur 4 ou 5 contenus maximum. Et il a été full pendant 1 an. C'est seulement maintenant qu'on va reprendre enfin. Alors qu'il y a des gens qui vont te dire « Ouais, mais non, il faut faire 45 000 posts, il faut être constant. » Là, du coup, non. On a fait un travail sur lui-même. On a vraiment pris le temps de tout analyser, de savoir ce qu'il voulait dire dans la vidéo, ce qu'il ne voulait pas faire dans la vidéo, comment il devait se positionner. Ah non, là, j'ai envie d'être debout. Non, finalement, j'ai envie de m'asseoir. Il n'y a pas de souci. Mets-toi à l'aise, crée ton monde. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de ta table de chiro, ramène-la moi, etc. Et ça s'est hyper bien passé et ça a donné des résultats. L'intelligence émotionnelle, encore une fois. Complètement. Est-ce que ça veut dire aussi que sur les réseaux, comme dans la vraie vie, tu parlais tout à l'heure de communication verbale, communication non verbale, est-ce que tout se joue aussi les premières secondes? Est-ce que le cerveau capte des informations décisives les premières secondes de visionnage de la vidéo? Clairement, moi par exemple, quand j'utilise TikTok en mode personnel, et ça se voit direct quand une personne, elle se force à faire un truc. Et moi, ça ne m'enchante pas et on décroche. Et d'ailleurs, même la plupart des vidéos qui ne cartonnent pas pour les personnes, en tout cas pour les professionnels, au lieu de penser à leur métier, quand elles font de la création de contenu, elles se mettent en mode créateur de contenu. Et c'est totalement différent et ça fausse en fait le truc. Parce que quand tu es en mode créateur de contenu, tu te dis, OK, il faut que je fasse le truc pour l'algorithme. Alors que non, tu dois éduquer l'algorithme, tu dois dominer l'algorithme et tu dois dire, OK, voici comment je suis
Et mon objectif, ce n'est pas de parler à tout le monde, c'est de parler aux personnes qui ont telle ou telle problématique, tel ou tel besoin. C'est à eux à qui j'ai envie de m'adresser, tu vois. Et quand tu es dans ce mood-là, en mode professionnel, hein, quand tu es dans ce mood-là, bah, tu as les résultats qu'il faut. Tu t'attires des personnes qui comprennent, en fait, comme on dit entre eux, on se sait, en fait, tu vois. Et quand tu regardes dès les premières secondes, tu te dis, ouais, en fait, c'est mon gars, en fait, ou c'est ma go, tu vois. Donc, ouais, c'est vraiment... et même sur TikTok, quand ton hook rate, donc c'est-à-dire l'accroche visuelle de la vidéo entre 1 et 5 secondes est trop basse tout le temps, bah, l'algorithme comprend que ton contenu n'intéresse pas. Et même si tu as quelques vues au fur et à mesure, bah, du coup ton contenu va perdre en visibilité, etc. Et toi, tu auras la frustration de te dire, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Mais ce qui se passe, c'est que tu ne fais pas les contenus qui te vendent, en fait. Mets-toi à l'aise pour avoir les résultats que tu espères. Tu vois ce que je veux dire? Je vois complètement ce que tu veux dire. Et encore une fois, pour faire le parallèle avec mon secteur d'activité, quand quelqu'un cherche du travail et que généralement c'est la première erreur, c'est de se dire bon, j'ai vraiment besoin d'un job maintenant, je vais ratisser très large, donc je vais postuler à un maximum de choses de manière un peu automatique. Automatiquement, il n'y a aucune réponse qualitative en tout cas parce qu'on n'a pas ciblé les bonnes personnes et donc on n'a pas ajusté notre candidature au poste vraiment très précis qu'on souhaite décrocher et donc on ne peut pas avoir de résultats derrière ça. Plus on va cibler, plus on va être qualitatif, plus on va avoir des retours derrière qui seront du même ordre. Et ce que tu me dis là, c'est exactement la même chose finalement. En fonction de ta cible, en fonction de ce que tu vas déterminer, en fonction de qui tu es aussi, ça va te permettre de faire matcher les deux de la meilleure des façons et d'avoir des résultats. Et surtout de ne pas te forcer, de ne plus te sentir forcé à faire les choses parce que tu sais que tu as postulé pour tel ou tel truc et qui te correspond en fait. Et donc tu t'attires en fait ce que tu veux et ça match quoi. Ouais, je suis d'accord. Dans les 3 pires choses à faire pour créer du contenu sur TikTok, tu m'avais mentionné penser et créer comme un créateur de contenu. Oui. C'est ce que tu viens de nous expliquer. Ensuite, je t'avais dit, du coup, quand tu penses comme un créateur de contenu, tu es plutôt dans poster pour l'algorithme, en fait. Dépendre totalement de l'algorithme. Exactement. Tu es dans l'optique de je dois faire les choses pour l'algorithme. Et ça, ce n'est pas bon parce que du coup, tu arrives vite à ne plus avoir d'inspiration. Tu manques d'inspiration. Tu ne sais plus quoi faire et tu te retrouves avec le syndrome de l'imposteur. Et là, pour le coup, tu es un imposteur puisque tu ne fais pas ce qui était, tu ne fais pas ce qui était censé t'aider. Toi, tu es en train de créer du contenu pour valoriser l'algorithme. Et finalement, quand tu lis tes posts, tu te dis, mais en fait, ce n'est pas moi. Et donc, du coup, tu te perds, en fait. Tu ne sais plus comment t'y retrouver. Alors que si tu te concentres sur toi, si tu te concentres sur ton business, si tu penses à ton business d'abord, sur LinkedIn ou sur TikTok de manière professionnelle, là, tu sais que tu as les idées, tu sais que tu es motivé à faire les choses pour avoir des résultats pour ton activité parce que tu dois en vivre en fait. Alors que la plupart des gens aujourd'hui, c'est en mode bon, vas-y, il va falloir que je poste un truc, il faut que ça fasse du reach, il faut que j'ai tel ou tel like. Ah non, mais j'ai pas le nombre de vues qu'il faut. Ok, après, tu as ton nombre de vues. Mais moi, j'ai toujours dit que le nombre de vues, ça ne donne pas à manger, en fait. Je préfère avoir 10 000 euros que d'avoir 10 000 vues. Là, par contre, l'intelligence, la logique mathématique, je l'ai, tu vois. Là, c'est tout réfléchi. Ouais. Est-ce que cette stratégie-là, elle est forcément payante immédiatement ou comme tu le disais tout à l'heure, ça demande de la patience? Ça demande énormément de patience. Moi, par exemple, la création de contenu pour mon activité, pour valoriser mon activité sur LinkedIn, j'ai commencé en mai 2022. J'ai posé, j'ai repris la création de contenu en octobre et j'ai eu ma première cliente en mars 2023. Donc, bien entendu, sur TikTok, je continuais, etc. Mais oui, c'est de la patience. C'est énormément de patience. Et même sur TikTok, mes premières vidéos, c'était
C'était pour prouver aux gens en fait que j'étais crédible dans ce que je disais. Et je crois que mes premiers clients, bon, c'est un petit peu plus rapide hein, avec TikTok. J'ai eu mes premiers clients au bout de 2 semaines. Au bout de 2 semaines. J'ai eu ma première clientèle au bout de 2 semaines sur TikTok. LinkedIn, c'est un marathon. C'est vraiment du long terme pour le coup. TikTok, avec l'algorithme qui est beaucoup plus différent et qui se base vraiment sur l'intérêt, ça peut être beaucoup plus rapide quand même. Mais il faut maintenir le rythme. Voilà. Alors, on va revenir sur le cas très pratique de l'agriculteur que tu as accompagné. C'est une de tes plus belles performances, il me semble. Ouais. Alors, sur une vidéo, vous avez réussi à générer 325 000 vues. Oui. Et depuis ton accompagnement, 26 000 abonnés, ce qui est quand même énorme. Alors, pour toi, quelles seraient les clés d'un personal branding réussi? Qu'est-ce que tu conseillerais à toute personne qui essaye de communiquer sur son entreprise? Alors, pour un personal branding réussi, déjà, il ne faut pas foncer la tête en mode « ouais, je veux vendre ci, je vous vends ça, etc. » Non, pas du tout. Quand tu débarques sur TikTok, tu es un inconnu. Et supposons que tu dises « ouais, je vous vends ci, je vous vends ça », mais les personnes en face, elles vont me dire « mais t'es qui en fait ? D'où tu viens et tu me parles tu vends telle ou telle formation ?» Qu'est-ce qui prouve en fait comment je peux te faire confiance? Donc la stratégie sur TikTok à adopter pour monter en puissance, elle va se diviser en 3 parties. La première partie, ça va être une stratégie de crédibilité. C'est en fait, si tu veux que les gens te fassent confiance, il faut que tu montres que tu es pertinent dans tes propos. Donc ça va être devenu en fait éducatif, où tu vas expliquer tel ou tel pan de ton activité. Ça va être des tutos par exemple, ça peut être également des découvertes, puisque tu sais sur TikTok, les gens, ce qui les fait brancher, c'est la nouveauté, la curiosité. Tu vas alimenter ce besoin de... Alors au Bénin on dit papatoya, c'est le commérage en fait. Tu attises la curiosité de ton audience, ok? Et en fait, le but de la stratégie de crédibilité, c'est que les gens, quand ils finissent de regarder tes contenus, ils se disent « Putain, il m'a appris un truc, je ne me sens pas con. » Et comme il ne m'a pas fait sentir con, bah, du coup, je vais donner à son contenu, à son compte. Ensuite, quant à la crédibilité, donc là, il va falloir que tu montres que tu es fiable. Donc moi, j'appelle ça des contenus de fiabilité. Donc, tout ce que tu dis sur TikTok, c'est bien, mais est-ce que dans la réalité, c'est applicable? Parce que c'est facile de prendre la caméra en disant « oui, voici comment on fait ci ». Ok, mais qui l'a testé dans la réalité? Parce que les gens, quand tu es en mode client ou quand tu es en mode test, ils vont se dire « oui, bon, c'est vrai ce qu'il dit, ça m'a l'air intéressant, mais bon, est-ce que c'est fiable ?» Donc, c'est là où tu vas rentrer avec tout ce qui va être preuve sociale, les avis clients, aller à la rencontre de ta cliente, pour que les gens se disent « ah oui, en fait, il fait vraiment ce il ou elle, hein, pardon, il ou elle fait vraiment ce qu'elle est en train de dire, en fait. Quand elle me parlait de telle ou telle méthode, en fait, elle a appliqué et une autre personne l'a validée. Donc, et cette autre personne, ça peut être moi. Donc, il y a une stratégie de projection, en fait, à ce moment-là, tu vois. Et quand tu as fini avec la crédibilité, tu as montré que tu étais pertinent. Au niveau de la fiabilité, tu as montré que tu n'as presque plus rien à prouver. Là, tu peux passer à une stratégie d'acquisition clientèle. Donc là, ça va être des contenus où tu sais que l'objectif, là, ça va être de conclure des ventes, d'avoir des contrats. Si c'est un abonnement à ta newsletter, donc de grossir ta communauté, etc., etc. Mais voilà, donc stratégie TikTok avec Nat Copytalk, en tout cas, c'est crédibilité. On est tranquille, on pose des bases solides pour pouvoir attirer la bonne cible et que cette cible-là se dise « ok, en fait, c'est pertinent ce que cette personne est en train de me raconter ». Fiabilité, c'est-à-dire d'introduire la réalité, de connecter ce que tu dis sur TikTok à la réalité pour que la personne, ton audience, puisse se projeter à travers, par exemple, un avis client ou une cliente qui lui ressemble ou un client qui
qui est dans la même activité que ton auditeur ou ton auditrice. Et après, quand tu as assuré ces deux bases-là, tu passes à la stratégie d'acquisition clientèle. Tu auras tous ces contenus-là qui aura déjà une certaine visibilité. Okay. Et en fait, quand tu vas vouloir quand tu vas vouloir vendre, ça va même plus être de la vente, ça va être une évidence en fait pour l'auditeur, pour ton audience, pour ta communauté. Bon bref, quel que soit le mot que tu veux utiliser, ils vont se dire, en fait, oui, c'est logique. Donc, ouais, je vais passer par elle ou je vais passer par lui. Et on n'est plus dans le, achetez chez moi, vendez-moi, enfin, je vous vends ça, vous inquiétez pas, c'est tout bénef pour vous. Non, c'est naturel en fait, parce que tu as réussi à créer, encore une fois, de l'émotion à travers tes contenus. Et c'est juste la continuité, c'est naturel, quoi. Ok. Ok. Alors Nadis, yes. S'il y avait des derniers conseils à donner à toute personne qui voudrait commencer à s'installer sur TikTok pour parler de son entreprise, à la Nad Copytalk, ça donnerait quoi? Bon, je dirais, frère, en vrai, te prends pas la tête. Tout ce que tu entends en dehors, etc., tu n'en as rien à foutre. Le plus important, c'est que tu dois être à l'aise dans ton activité pour pouvoir attirer des personnes avec lesquelles tu veux travailler. Okay? Donc, le premier point, ton personal branding, vraiment, ce n'est pas ce qui va te permettre d'attirer des clients dans un premier temps, mais c'est ce qui va te permettre de créer ton image pour attirer les personnes, en tout cas une première base de personnes avec lesquelles tu veux collaborer. Secondo, ne te mets pas la pression en termes de posts, de ce que tu dois faire pour l'algorithme et tout. C'est totalement faux. Si tu as envie de poster une fois par semaine, poste une fois par semaine, mais que ça reste authentique, que ça reste, que ce soit fidèle à toi-même. Reste toi-même dans ton contenu. Il y a une phrase que j'aime bien me répéter souvent, c'est penser large, mais commencer petit. Okay? Donc, si c'est une fois par semaine, commence avec une fois par semaine. Et après, quand tu es à l'aise, tu peux monter à 2, 3 fois. Mais concentre-toi d'abord sur ton métier à la base, parce que tu n'es pas créateur de contenu. Bon, moi, je suis créatrice de contenu. Mais toi, que tu sois agriculteur, etc., ce n'est pas ton métier. Donc, pense à ton business d'abord avant de penser à la création de contenu. Okay? Et troisième point, fuck l'algo. Fuck l'algo, reste objectif. Ton objectif, c'est d'être toi-même, mais de rapporter pour que tu puisses vivre de ta passion, de ton activité. Voilà, donc c'est toi, ta personnalité, tes clients et le reste, tu t'en fous. Et aussi, ils peuvent se rapprocher de toi, puisque toi, tu es professionnel du copywriting et tu proposes aussi des offres d'accompagnement pour faire ses premiers pas sur TikTok. Notamment, je pense au pack anti-conneries sur TikTok. Si je ne me trompe pas, c'est un accompagnement de 10 heures qui est allé sur 45 jours pour faire ses premiers pas sur TikTok. Exactement. Et puis ensuite, il y a des accompagnements beaucoup plus longs qui sont faits aussi au cas par cas en fonction des besoins de tes clients. Donc, on mettra toutes les informations en barre d'infos pour que les gens puissent te retrouver et venir te demander des informations complémentaires. Et puis, avant de terminer, il y a quand même un point dont on n'a pas parlé. En tant que multipotentiel, on ne peut pas passer à côté de ça. Ouais. C'est qu'on a finalement réussi à s'attraper, toi et moi, parce qu'en fait, tu reviens du Bénin, oui. où tu as décidé de t'installer. Alors, définitivement, on ne sait pas. Donc, pour l'instant, en tout cas, tu es au Bénin. Oui. Et tu as décidé d'ouvrir un espace de coworking, c'est ça? Et un bar musical, encore une fois, pour rester autour de tes passions. Alors, oui, je vis au Bénin. Là, je suis en vacances pour revoir des potes et ma famille, puisque ça faisait 1 an et demi. Et sur Cotonou, en fait, oui, le bar musical, à l'époque où j'écrivais les revues pour les artistes, c'était mon premier rêve d'entrepreneuse, en fait. Donc, alors, je ne l'ai pas transformé en bar musical, finalement, je l'ai transformé en espace de coworking, parce qu'une fois installée au Bénin, je me suis retrouvée vite avec la solitude entrepreneuriale, en fait.
Donc, je me suis dit, pourquoi pas créer un lieu où on peut bosser sur ces projets et rencontrer d'autres personnes, enfin, d'autres entrepreneurs. Donc, c'est un espace de coworking, salon de thé, puisque j'adore le thé. Bon, ça, c'est une de mes passions encore. Et la musique, pour le moment, elle n'est pas encore mise, tout simplement parce qu'il faut bien aménager les choses, parce que c'est une expérience et je n'ai pas envie juste de mettre une enceinte et... Enfin, voilà, c'est toute une immersion que j'ai envie de créer. Mais voilà, au fil du temps, ce sera un espace de coworking slash salon de thé slash expérience musicale. C'est comme ça que je vais l'appeler. Ok, super. Voilà. Et ça s'appelle le Beam Hub, du coup. Le Beam Hub? Yes. Ok, super. Bah, écoute, on a hâte de voir la suite. Merci beaucoup. On lit toutes tes péripéties, toutes tes aventures, tous tes posts musicaux et autres sur LinkedIn. Oui. Et puis, on met toutes les infos en barre d'infos. Et si les gens ont des questions à te poser, bah, qu'ils n'hésitent Qui pas à les poser. m'écrivent, exactement, qui m'écrivent soit sur LinkedIn, soit sur TikTok. Exactement, soit Ouais. dans les commentaires aussi. Je pense qu'on y répondra, tu y répondras et avec plaisir. Donc, n'hésitez pas. Et je pense que dès que Nadis reviendra, elle sera de retour sur le plateau peut-être. Bah, bien sûr. Évidemment. Et merci à toi de m'avoir accueilli. Merci à toi de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. Et merci pour ce que tu fais aussi. Et de toute façon, on s'attrape. Ça se trouve, tu vas venir à Cotonou bientôt. Je pense. Parce que j'arrive. Merci beaucoup, Nadis. Merci beaucoup, À Laïla. bientôt. À bientôt.